il y avait que... Enfin, la moyenne d'âge, c'était 18 ans. Sauf, je te dis, 2 vieux gars. Et je dis des vieux gars parce que c'est des mecs de mon âge, tu vois. Dont un, apparemment, qui a un blog. Mais le mec, il était vénère. Mais vénère. Hein, il était vénère en sortant du film, quoi. Je l'ai entendu... tu vois, je vais le déboîter sur mon blog et tout. Hein. Mais faudrait que je cherche, tiens, Putain. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète qui soit, on va spoiler, hein, soyez prévenus. Et puis alors aujourd'hui, on va beaucoup spoiler. Donc si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. À mes côtés cette semaine, le seul et unique chroniqueur de la bande qui a trouvé le chemin du cinéma. Salut Stéphane. Salut Clémence. Alors on est en tête à tête, c'est un peu particulier, hein. On aurait dû être plus aujourd'hui et puis finalement on se retrouve juste tous les deux. Il faut préciser que donc on va parler de Spider-Man No Way Home effectivement et que Spider-Man No Way Home a été montré très très tardivement à la presse. Il se trouve que nous, pour nous organiser, on n'a même pas eu le temps de le voir en projection, donc moi je suis allé le voir en salle. Toi, tu devais aller voir en salle. Et l'univers a conspiré contre moi, j'ai pas pu y aller. C'est ça, et comme on enregistre en fait mine de rien, malgré tout, rapidement pour pouvoir proposer l'émission de cette semaine, parce que la semaine prochaine, on a une grosse semaine très chargée sur Capture, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que personne n'a eu le temps de le voir, parce que c'est aussi, il faut le dire, un film de 2h30. Et il faut même réussir à caler ça dans son planning, quoi. Alors non pas que j'ai rien à faire, hein, mais il se trouve qu'il fallait bien que quelqu'un aille le voir, quoi. Donc je suis tout seul, donc malheureusement vous aurez qu'un seul point de vue sur la situation, en plus du vôtre. Et voilà, quoi. Donc et bon, autant dire que... Alors, on va y venir dans un instant, mais tu nous livreras ton analyse et tu auras du coup toute la place pour le faire. Tout à fait. À la technique, celui qui a le grand pouvoir de couper nos micros quand il le veut, mais la grande responsabilité de livrer des épisodes parfaitement montés. Bonjour Alain. Salut Clémence, salut Stéphane. Salut Alain. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Un grand merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à vous et encore plus. Merci, parce que grâce à vous, on a atteint un palier important. On va pouvoir lancer officiellement la production de Déjà Vu, la nouvelle émission de Rafik. C'est une émission dans laquelle il va nous parler des grands tropes du cinéma et ça sortira tous les trimestres. Ça arrive. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Cette semaine, impossible de passer à côté du blockbuster Marvel de fin d'année, Spider-Man No Way Home. Pour ce 27e opus du MCU, on retrouve Jon Watts aux commandes qui remplit après Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. Petit rappel de l'épisode précédent, après la mort de Mysterio, Spider-Man est accusé de l'avoir tué et son identité secrète est révélée. Vu les répercussions sur sa vie, Peter Parker demande un petit coup de main à Doctor Strange, histoire que tout le monde oublie qui il est. Oui, mais rien ne se passe comme prévu. Doctor Strange lance un sort qui altère la stabilité de l'espace-temps, le multivers se fissure et des méchants issus d'autres univers débarquent. De quoi faire bouillir les fans d'impatience. À la veille de sa sortie en salle, Sony Pictures France annonçait avoir écoulé plus de 250 000 préventes. En France, Spider-Man No Way Home est sorti ce mercredi 15 décembre et le raz-de-marée se confirme. D'après les premières estimations, la barre des 500 000 places vendues pouvait être atteinte dès le jour 1. Si ça se confirme, donc, ce film deviendrait le plus gros succès post-pandémie devant Fast and Furious 9. Alors Stéphane, c'est quoi ta météo pour ce nouveau Spider-Man ? Alors, grosse tempête électromagnétique qui détruit tout. Voilà. Ok, y compris la créativité, la narration. Voilà. Et tu vas nous détailler tout ça. Alors, grosse tempête, c'est... Pour toi, ça ne fonctionne pas du tout.
Alors, c'est-à-dire que, en gros, je pense que c'est vraiment l'exemple, c'est Marvel par l'exemple, en fait, de tout ce qui, moi, me pose problème dans le système en question. Alors bon, il faut préciser que c'est un film Sony, qui revient de loin, hein, puisque normalement, Disney voulait récupérer le personnage de Spider-Man, donc a décidé qu'il voulait arrêter, après le deal qu'ils avaient mis en place avec Sony en 2015-2016, je sais plus. En fait, après le bid de Amazing Spider-Man 2 et la possibilité éventuelle de récupérer les droits de Spider-Man en fait, dans le giron du MCU, il y a tout ce deal qui a été mis en place, qui a concerné 2 films, qui étaient donc Homecoming et Far From Home, et 2 stand-alone, 2 films solo, et évidemment la possibilité d'utiliser Spider-Man dans Avengers, dans Captain America, tout ça, etc. etc. Donc du coup, ce 3e film a failli ne pas exister. En tout cas, sous cette forme-là. Tom Holland est même intervenu pour essayer d'arranger les choses entre Disney et Sony. Voilà, c'est ça, pour que finalement on puisse, qu'il puisse continuer à exister dans le MCU et avec l'aval, on va dire, financier de Sony, puisque c'est comme ça un peu que ça se passe, quoi. Donc déjà, il y a quand même des affaires de gros sous, des affaires de qui moi je pense mettent des enjeux assez énormes en fait sur le besoin de rentabilité du film. Il y a ensuite, il faut les faire ces films-là, il y a une exécution, hein. Il y a John Watts derrière la caméra qui, pour moi, me semble être l'exécutant des exécutants en fait sur un film comme ça, puisque apparemment lui avait commencé à pitcher un film qui n'a absolument rien à voir avec ce No Way Home, ce Spider-Man 3, appelons-le comme ça pour aller plus vite, ce nouveau Spider-Man 3, parce qu'il y a aussi un Spider-Man 3 qui est par Sam Raimi, quoi, on va en parler. Et en fait, ce qui est, comment dire, c'est quand même une démonstration que les réalisateurs n'ont vraiment très peu de pouvoir, à mon sens, chez Marvel, c'est que lui, il avait pitché un film avec Kraven le chasseur, quoi. Et c'était censé être le méchant de ce 3e film, et qui n'apparaît absolument pas dans ce film aujourd'hui, quoi. Et moi, à mon avis, voilà, ce que je perçois qui s'est passé sur ce film-là, et c'est là où je vais revenir vraiment sur les premières problématiques de système, en fait, Marvel, quoi, c'est que, en gros, il y a 3 ans de ça, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a plutôt plu, aux geeks. Qui est film d'animation. Un film d'animation qui est souvent considéré comme le meilleur, en tout cas par les geeks, le meilleur Spider-Man depuis Spider-Man 2 de Sam Raimi. Visiblement, c'est vrai qu'il était super réussi. Moi, je suis pas fan, hein, mais je suis pas fan pour plein d'autres raisons. Puis c'est pas le problème. Il est pas forcément là, encore une fois. Et bon, c'est pas un podcast sur ce film-là proprement parlé, disons que, à part le fait qu'il y ait effectivement une logique de multiverse, les 2 films n'ont rien à voir en fait au final. Sauf que ce qui s'est passé après ce film-là, c'est que après la sortie de ce film, qui a carrément été nommé aux Oscars, etc., il y a eu un espèce d'engouement autour de la logique du multiverse, et il y a un type sur internet, je ne sais pas qui c'est, qui a fait un montage Photoshop en disant et si en fait on réunissait les 3 Spider-Man de cinéma dans un seul et même film, quoi. Et cette image Photoshop où tu avais Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland en fait dans la même image en costume et tout, a enflammé littéralement la toile. Ça a créé un buzz pas possible, quoi. Et ce buzz, je pense qu'il est vraiment à l'origine en fait du changement de direction du projet. Et là, on rentre en fait dans la configuration qui est, pour moi, à mon sens, extrêmement problématique, qui ne concerne pas que Marvel, hein, qui concerne beaucoup de films de cinéma, mais Marvel, ça veut vraiment le faire. C'est ça la vraie distinction. C'est que, en gros, on pose la question de à quoi sert l'art. Pour moi, le cinéma, c'est de l'art. Et en gros, c'est l'art et le commerce, évidemment. C'est important, le commerce. C'est difficile de faire des films, des grands films épiques, expérimentaux, etc., sans argent, quoi. Et mine de rien, ces films-là le sont quand même aussi, par les effets spéciaux, par certains trucs, etc., etc. Marvel, on peut pas leur enlever, par exemple, que technologiquement parlant, ils ont réussi à perfectionner, et là, ça se vérifie de nouveau sur ce film-là, ils ont réussi à perfectionner, par exemple, le rajeunissement numérique. Et il y a le Docteur Octopus qui apparaît, qui est interprété par Alfred Molina. Donc on a dit qu'on spoilait tout, hein, donc voilà, que les choses soient claires. Il apparaît dans ce film-là, c'est la réplique
visuellement, c'est la réplique du personnage tel qu'on l'a laissé à la fin de Spider-Man 2, quoi. Alors qu'il a pris quand même un paquet d'années dans les dents. Et un paquet de kilos aussi, parce que si vous l'avez vu dans d'autres films, Alfred Molina, il se porte bien, quoi. Donc voilà, et c'est normal, il vieillit, voilà. Mais là, du coup, lui-même se posait cette question. D'ailleurs, il disait, mais comment est-ce que vous allez faire ? T'inquiète pas, on a la formule, quoi. Donc tout ça, c'est très perfectionné, ça fonctionne, et tout ça, parce que ça coûte de l'argent, donc c'est normal. Le commerce est là. Moi, j'ai pas de problème avec cette logique-là. Le problème, par contre, c'est que l'art est censé un petit peu, à mon sens, te gratter le cul, quoi. C'est du poil à gratter, l'art. Hein. C'est pas un truc qui est fait pour... en fait, c'est pas un McDo, quand on te dit pas, bah, tu veux manger ça, tu sais quel goût ça a. En fait, voilà, tu y vas, tu payes ta place, tu payes ton menu, et t'as exactement ce que tu t'attends à voir. T'aimerais être surpris. T'aimerais être surpris, voilà. Le truc qui se passe, c'est que... Bousculé, ou... Voilà, le truc qui se passe, c'est que, donc, puisque... à mon sens, et c'est pas la première fois que ça arrive, hein, dans le monde du MCU, hein, un autre exemple, par exemple, c'est que justement à l'époque de Captain America Civil War, il y avait ce moment clé sur le tarmac de l'aéroport où t'as 10-12 super-héros qui se foutent sur la gueule, et t'avais quelqu'un qui avait pris cette image, fait une capture d'écran de la scène dans le film, et qui avait pris une planche en fait de la BD en montrant qu'il y avait 200 super-héros qui se foutaient sur la gueule dans Captain America Civil War, en disant « vous foutez de nous, c'est ridicule », tu vois. Réponse de Marvel, 1 an et demi après, pour la bande-annonce d'Avengers Infinity War, le plan final, c'était littéralement 200 super-héros qui se foutent sur la gueule. Donc ils sont très très au fait de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils sont très très au fait de ce qu'on peut éventuellement leur reprocher, et en gros, l'idée, c'est à chaque nouveau film de corriger le tir, et éventuellement de créer un nouveau buzz avec quelque chose. Ils ont le pouls sur ça. Moi je dirais que c'est très dangereux comme logique, mais ils ont ce pouce. Parce que, en fait, c'est pas une logique. Là, moi, je suis un simple journaliste de cinéma. Donc, en fait, dans le cinéma, ça tue la créativité pour moi. Mais c'est ce genre d'outil, la façon d'utiliser les réseaux sociaux et d'aller chercher, en fait, sonder à la minute ce qui buzz et ce qui est important, etc., ça se vérifie dans toutes les strates de notre société aujourd'hui. Et c'est là, en fait, où le jeu. On pourrait dire que ce n'est que de l'art, en fait, chez Marvel, c'est pas grave, en fait, ce n'est que de la créativité, ce n'est que ça. Mais déjà, si, c'est grave, c'est un pan de la société, quand même. Hein. Ça sert à quoi, en fait, en gros, de pourquoi on aime aller au cinéma, pourquoi on aime lire, pourquoi on aime tout ça ? C'est parce que ça nous fait du bien, ça nourrit l'âme, quoi. Et ces films-là, en fait, ils nourrissent pas l'âme. Ils te sustentent sur le moment, c'est tout, quoi. Et vraiment, le problème de Spider-Man No Way Home, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en gros... la façon dont tu t'as pitché le film, l'idée, c'est effectivement c'est le pitch. L'idée que Spider-Man, ça reprend vraiment littéralement à la fin de Far From Home. Spider-Man est dévoilé, on sait que c'est Peter Parker. D'un seul coup, tout le monde l'attaque parce qu'ils le font passer pour un méchant. Ça, c'est sur un film de 2h30, c'est la portion congrue. C'est 20 minutes. Au bout de 20 minutes, c'est déblayé. Alors c'est déblayé avec le premier caméo un peu important du film, mais c'est vraiment un tout petit caméo, c'est l'apparition du Daredevil, en fait, du Daredevil je dis Daredevil plutôt parce que sinon Daredevil ça fait voilà, mais le Daredevil de Netflix, qui donc est officiellement devenu le Daredevil du MCU aussi, et qui est interprété par, je crois, Charlie Cox, je crois que c'est ça le nom de l'acteur, quoi, qui fait une apparition, qui dit « je suis un très bon avocat », hop, je t'enlève toute la problématique, tout va bien. Les charges qui reposaient contre vous ont été levées grâce à mon intervention. Donc du coup, cet enjeu-là, il disparaît complètement. Alors que ça aurait été intéressant de le traiter plus en longueur. Et puis tu pouvais faire un film entier sur l'idée, en fait, que parce que c'est un des enjeux généraux de Spider-Man, de faire en sorte que justement sa vraie identité, et des super-héros de manière générale aussi, hein, c'est-à-dire que ton identité ne soit pas révélée pour que justement ses proches ne soient pas affectés. Et Sam Raimi le faisait très bien dans ses Spider-Man à lui. Là, l'enjeu, c'est ils vont pas pouvoir rentrer à l'université, quoi. Tu vois, donc c'est un peu cheap, quoi, tu vois, mais admettons, tu vois, puisque de toute façon, on le savait déjà, même s'ils ne veulent pas le mettre dans la bande-annonce, même si, etc., on le savait déjà que de toute façon, le véritable enjeu, c'est que d'un seul coup, le multiverse allait s'ouvrir, et que on aurait Tobey Maguire et Andrew Garfield, en fait, ces Spider-Man-là, c'est Peter Parker-là qui allait apparaître dans le film. Donc du coup, t'attends patiemment, sauf que bon, là, on a déjà un premier creux narratif, c'est-à-dire on a un premier truc de on déblaye ce truc là, on s'en fout, on passe à autre chose, quoi. Ce qui est mis en place dans l'épisode précédent et la promesse éventuelle pour ceux que ça intéresse, en l'occurrence ce que je veux dire juste là, c'est qu'elle n'est pas tenue. Bon, est-ce que la promesse du multiverse est tenue? Alors, à ma grande, je vais être honnête, moi je m'attendais vraiment
à ce que le film traite ça pendant 2 minutes, en fait. C'est-à-dire qu'on voit les méchants, un peu. Octopus, c'était évident, apparemment, qu'ils allaient le mettre un peu plus longtemps, mais que Tobey Maguire et Andrew Garfield allaient apparaître 5 minutes. Ça, c'est pas le cas. Pour le coup, ils sont vraiment dans toute la deuxième partie du film. C'est des vrais seconds rôles. Alors, quand je dis des vrais seconds rôles, en temps de présence. Voilà, c'est-à-dire en tant que présence, ils sont là. C'est-à-dire tu peux pas... Tu les vois à l'écran. Voilà. Donc là-dessus, le film délivre. Et alors moi, ce qui est très intéressant, c'est comme j'ai pas pu voir, en fait, ils n'ont pas pu s'organiser pour le voir en projection de presse, je suis allé le voir en salle, avec le public visé du premier jour. Donc c'est-à-dire le public qui se déplace avec la grande attente, en fait, de voir le film. Donc moyenne d'âge dans la salle, 20 ans. 20 ans avec des spectateurs donc, qui applaudissaient, mais à tout rompre, à l'apparition d'Andrew Garfield, l'apparition de Tobey Maguire, des choses comme ça en fait. Oui, mais parce que c'est un public qui a grandi avec ces héros-là. Alors, oui, bon, moi j'ai grandi, enfin j'ai pas grandi, parce que j'avais déjà 20 ans quand c'est sorti, par exemple, le Spider-Man de Sam Raimi, et je devrais, en fait, moi j'adore les Spider-Man de Sam Raimi, Tobey Maguire, je le trouve excellent dans le rôle, quoi. Je devrais être excité, en fait, par ça, mais le truc, c'est que j'ai besoin de savoir ce qu'ils vont en faire. J'ai besoin comment dire, j'ai pas juste besoin qu'il soit là, j'ai besoin, en fait, qu'on lui donne quelque chose à faire, à jouer, etc., etc. Et malgré la présence d'Andrew Garfield, Andrew Garfield c'est une autre histoire parce qu'Andrew Garfield pour moi c'était déjà, les films sont assez mauvais, hein, je trouve vraiment les deux sont même pires je trouve que les Marvel, enfin que les MCU quoi, que Homecoming et Far From Home. Donc vraiment, les films de Mark Webb. C'est ça, ils sont vraiment très très mauvais, et puis en plus c'est pour le coup ils savaient vraiment pas comment gérer le personnage parce que comment dire, il y avait vraiment une tentative en fait de pas de faire autre chose que le Sam Raimi tout en se posant la question de bon, on vient de faire les Sam Raimi il y a à peine 10 ans, comment est-ce qu'on raconte les origines, comment est-ce que tout ça. Et pour moi ils s'en sortaient pas du tout, les films sont laids, enfin voilà, puis en fait à un moment donné ils se rattrapaient quand même aux branches et ils essayaient quand même de faire enfin tout ce que Sam Raimi avait initié, parce que mine de rien Spider-Man c'est un personnage qui au cinéma n'existait pas en fait avant, hein. Il y avait une version télé dans les années 70 qui était absolument comment dire enfin, moi j'adore, hein, mais type de ringarditude totale. Hein, c'est-à-dire, si je suis cette logique-là, si je suis le public, si tu veux, qui est venu voir Andrew Garfield, si je suis ce que tu me dis sur la nostalgie, je devrais leur réclamer qu'ils mettent ce personnage-là, le personnage qui était interprété par Nicolas Hammond dans les années 70, tu vois, leur dire bah mettez-le lui aussi parce qu'en fait, c'est mon Spider-Man, j'ai grandi avec. Attention, peut-être que si Marvel écoute pour la prochaine trilogie, ils vont le rajouter. Peut-être que si c'est moi qui avais fait le Photoshop et que je l'avais mis dans le Photoshop, en fait, ils l'auraient mis. Non, mais voilà, c'est voilà, c'est le truc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la nostalgie, le facteur émotionnel, tous ces trucs-là, ce qui est vraiment ce sur quoi ils jouent en fait avec les logiques de buzz, hein, ça ne fait pas tout. En fait, à un moment donné, le film existe, il fait 2h30, il faut le justifier en fait, il faut que ça raconte quelque chose. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a dépassé donc ce premier enjeu narratif, ça ne raconte plus rien. C'est-à-dire que vraiment, en gros, il y a plot en fait pendant 1h30, c'est-à-dire qu'en fait on n'arrête pas de te raconter quelque chose qui te fait passer à la scène suivante. Je vais te donner quelques exemples là-dessus. Ah oui, moi j'aimerais bien. Comme je l'ai pas vu, voilà. Je veux bien que tu me dises un petit peu. Tu veux bien plus. que je te spoil tout. Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça raconte ? Alors en gros, une fois que l'affaire est réglée et que Spider-Man essaye quand même de rentrer à l'université et qu'il n'y arrive pas et qu'il va voir une présidente de Harvard ou je sais pas quoi, enfin qui est sur l'autre, qui est coincée sur l'autoroute parce qu'elle doit aller à l'aéroport, tu vois. Il essaye de lui parler et là, pam, t'as le Docteur Octopus qui apparaît parce qu'une fois que le sort a été fait et que ça a merdé, le sort pour le faire disparaître, le sort n'a pas marché, il n'a pas disparu aux yeux des gens. Les gens n'ont pas oublié que Peter Parker était Spider-Man, mais par contre, ce qui se passe, c'est que ça a fait venir les gens qui savent des autres univers, qui savent, c'est ça la règle apparemment, qui est Peter Parker dans le propre univers, qui est Spider-Man dans le propre univers. Donc, en gros, la règle, c'est les méchants de chez Sam Raimi, donc, je les cite, hein. Quand ça le les a... bouffon vert, Dr. Octopus, voilà. et Sandman. Et Sandman, pas le Venom, parce qu'en fait, tu comprends, ils ont un autre Venom, ok, c'est celui de Tom Hardy, voilà. C'est celui de Tom Hardy. Ceux qui savent, donc ces trois personnages viennent et après t'as le lézard et Electro, voilà, donc qui est interprété par Jamie Foxx de nouveau, et c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes voilà, et donc en fait eux apparaissent, veulent se farcir Spider-Man en gros, et puis se rendent compte que en fait c'est pas le Spider-Man qu'ils connaissent, donc ils comprennent pas ce qui se passe. Et là en gros t'as donc à peu près 1 heure de métrage où les enjeux c'est donc Octopus est méchant,
il faut trouver un moyen de... Je vais y revenir là-dessus d'ailleurs, parce que il faut trouver un moyen de faire en sorte que... comment dire on lui remette la puce, parce que tu sais, dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi, les tentacules en fait d'Octopus prennent le contrôle d'Octopus parce que en gros il a une puce en fait pour réfréner leur emprise. Cette puce se casse et c'est comme ça que eux prennent le pas sur le mental d'Octopus et qu'ils le rendent méchant. Sauf que ça c'est un des enjeux du film. Et alors moi je sais pas, je suis un peu, tu vois, je suis un peu basique moi comme mec, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans le film, dans la première scène d'ailleurs d'apparition d'Octopus, où Spider-Man, grâce à sa nanotechnologie de ses costumes, de son Spider-Suit, je sais pas quoi, etc., qui lui a été filé par Stark, tu vois, par Tony Stark, grâce à ça, il arrive à contrôler les tentacules en fait d'Octopus. Donc moi je suis un peu bête, tu vois, je me dis mais en fait si ces tentacules il arrive à les contrôler, bah il contrôle Octopus donc. Et donc en fait, plus méchant. Techniquement, tu vois, enfin en tout cas, ça serait la suite logique. Ce n'est jamais abordé, ce n'est jamais traité, c'est que des gags. Ils font des gags avec Octopus qui n'y arrivent pas parce qu'Octopus c'est vraiment un chien-chien dans le film. Hein. Il est vraiment traité comme un benet, quoi, tu vois, qui sait pas trop ce qui se passe. Et donc il y a tout un enjeu pour recréer cette petite puce, pour la remettre en fait et faire en sorte qu'Octopus redevienne gentil, etc. Et ça prend donc 1 heure. Qu'est-ce qui prend encore 1 heure ? Il y a encore le fait que Tante May demande à Peter Parker, il lui dit tu dois aider ces personnes à retourner dans leur univers sans les tuer. Parce que même s'ils ont été tués dans leur propre univers, ce n'est pas à toi de décider, c'est des gens qui ont des problèmes dans la vie, etc. Voilà. Et on en arrive à se dire bon bah je vais écouter ce que fait Tante May, ce que me dit Tante May, etc. Et en gros, tu te retrouves avec ces enjeux-là. Et finalement, en fait, encore une fois, je le précise, je spoil vraiment, le vrai, moteur narratif qui va vraiment arriver à un moment donné et justifier l'arrivée des 2 autres Spider-Man, c'est la mort de Tante May. Donc la mort de Marisa Tomei, la version de Tante May du MCU, quoi. Elle se fait tuer, la scène a fuité d'ailleurs sur YouTube, donc je l'ai vue, c'est la seule scène du film que j'ai vue. Mais tout a fuité sur YouTube en fait, parce qu'évidemment forcément mais en plus je pense que c'est, en fait si tu veux, ça fait partie des choses, c'est que ils ont réussi à ne pas montrer dans les bandes annonces l'apparition de Tobey Maguire, l'apparition d'Andrew Garfield pour, au moins garder quelque chose d'un peu frais, on va dire, admettons. Mais depuis hier que le film est sorti, enfin avant-hier, là, toutes les scènes tout le monde a filmé les scènes dans les salles, quoi. Et donc elle se fait tuer par une bombe lancée par le Bouffon Vert. Exactement. Qui lui-même, tu vois, c'était dans le Sam Raimi, hein, une schizophrénie vis-à-vis de son personnage, sauf que c'est un des points aussi où tu vois que les mecs n'ont pas compris les Sam Raimi, c'est-à-dire que toute la logique schizophrénique du personnage, elle est jouée avec le masque. C'est-à-dire qu'en gros, c'est traité de manière psychanalytique dans le Sam Raimi. Alors, à travers le cinéma, à travers le langage du cinéma. C'est-à-dire que tu as des chants contre chants, si tu veux, entre Willem Dafoe qui joue donc Norman Osborn et le masque, où Willem Dafoe joue aussi, tu vois, la voix, tu vois, et c'est un chant contre chant qui joue un dialogue qui se joue que dans la tête du personnage. Mais le masque sert de référent visuel. Ce masque, il se fait casser au bout de 2 secondes dans le film. Et comme il se fait casser, tu n'as plus du tout ça. D'un seul coup, en fait, tu n'as plus le... C'est-à-dire que tu peux le comprendre sur le papier, qu'il est toujours schizophrène et tout, mais tu n'as plus un jeu narratif, en fait, qui fonctionnait si bien, en fait, dans le Sam Raimi. C'est-à-dire juste l'idée même de comprendre, tu vois, qu'il passe d'un personnage à l'autre, en fait, quand il se parle à lui-même, et pourquoi, en fait, d'un seul coup, comment est-ce qu'il peut tromper son monde avec ce genre de choses. Enfin, voilà. Bref, c'est sous-traité, c'est-à-dire qu'en fait on prend ce que Sam Raimi a fait, on le sous-traite, voilà. Donc le Bouffon Vert il est un peu traité comme ça. Et donc attends, pour finir sur Tante May meurt et Spider-Man se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul et en fait en gros il a la rage, tu vois, parce qu'en gros elle lui a expliqué, elle lui a sorti, parce que ça c'est pareil. Le Spider-Man du MCU, il est quand même assez alors il est très sympathique, Tom Holland, et il le joue plutôt pas mal, tu vois, c'est pas ça la question, quoi, mais disons que c'est un personnage qui est totalement futile, c'est-à-dire que même mythologiquement il n'existe pas vraiment. Je vais prendre cet exemple, tout le monde sait que Spider-Man s'est fait mordre par une araignée normalement, enfin voilà, si t'as lu un comic, si t'as vu un film, tu le sais, mais si t'as joué à un jeu vidéo, tout c'est toujours expliqué. Le Spider-Man du MCU, il y a un gosse le découvre que avec ce personnage-là,
bah c'est dans ce film-là qu'il apprend qu'il a été mordu par une araignée. Parce que la scène, elle a jamais été faite, parce que, comment dire, c'est jamais traité, et surtout... T'as pas toute la backstory, en fait. T'as pas la backstory, moi ce que j'appelle la mythologie, tu vois, parce que c'est pas que de l'origine, c'est mythologique, et quand je dis mythologie, c'est très important, parce que, en gros, les costumes qu'il a, c'est des costumes technologiques, qui lui sont filés par Stark, donc en fait, tu pourrais croire que ses pouvoirs, il les a de là. Et que tu te dis, bon, bah, en fait, après, il y a la théâtralité de jouer une araignée, c'est tout, tu vois. Et du coup, en fait, si tu veux, j'en viens tu le vois quand même avant qu'il rencontre Tony Stark, où il est déjà en train de... Oui, mais c'est très, très pauvre, en fait. C'est, encore une fois, c'est pas... Est-ce que c'est aussi bien raconté que les autres? Non, tu vois, c'est tout le problème aussi. Je dis pas que c'est le cas. Voilà. Et ce que je veux dire, en fait, par rapport à ça, c'est que après, on peut discuter de tout et sur le papier. Mais à un moment donné, le langage du cinéma, il est important aussi. Et le truc que je veux dire, en fait, c'est que comme ils ont fait ça par réaction, c'est-à-dire que si c'était la première adaptation de Spider-Man, ils l'auraient traité, ce truc. Mais ce n'est pas la première adaptation de Spider-Man, c'est la Xème, tu vois. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, bah, on va éviter, tout le monde le sait, on va pas s'emmerder à refaire une origine, on va pas se emmerder à... Voilà. Sauf qu'en fait, en oubliant ça, en nous mettant de côté l'oncle Ben, en mettant de côté tous ces trucs-là, puisqu'il n'y a pas d'oncle Ben dans cette version-là, et bien, en gros, si tu veux, tu nies la mythologie, en fait, de Spider-Man, tu la nies, tu vois. Et on en arrive donc à ce troisième film, solo, où Tante May, c'est elle qui lui sort la phrase. La fameuse phrase, tu vois, grand pouvoir, grande responsabilité. Et du coup, tu te dis, putain, il faut qu'on en arrive à la troisième film solo, 6e apparition ou 7e, je sais plus, en fait, dans le MCU, tu vois, pour que, en fait, Spider-Man, ça devienne à peu près Spider-Man. Et au moment où il devient à peu près Spider-Man, on lui balance les 2 autres Spider-Man dans la tronche, tu vois, qui pour lui dire, bah, tu sais, nous, on est un peu comme ça. Par exemple, Tobey Maguire, en fait, il y a des discussions, des blagues, des trucs et tout, alors que je veux dire, c'était totalement en creux, hein, dans le Sam Raimi, sur le fait qu'en fait, ces toiles, elles sont organiques. C'est-à-dire que ça, c'était la grande idée, alors c'était une grande idée de James Cameron à la base, hein, dans sa première version, quand il était censé faire le film au début des années 90. Son idée, c'était, puisqu'il s'est fait mordre par une araignée, son ADN a été changé, et il peut lui aussi, en fait, envoyer des toiles organiques, en fait, comme les araignées. Et évidemment, c'est une analogie sur la puberté. Enfin, c'est évident. Et dans le Sam Raimi, il en joue. Mais il en joue de manière, c'est une thématique, en fait. On fait pas des gags autour de ça. C'est vraiment, en fait, en gros, c'est, bon, bah, utilisez votre cerveau, vous avez compris. Tu vois, c'est la puberté, voilà, tu vois, ça va pas loin. Là, c'est des gags. Et les mecs lui disent, mais tu peux shooter d'ailleurs. Et il fait, oh, lâchez-moi, tu vois, sous-entendu, tu shootes des toiles de la bite. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et tu fais, mais. Et en gros, si tu veux, on te fait apparaître Andrew Garfield pour faire des blagues sur Andrew Garfield. Bon, ça, voilà. On te fait apparaître Tobey Maguire pour faire des blagues sur Tobey Maguire. Et en gros, il l'aide à mettre en place des sérums pour, soigner les méchants. Soigner les méchants. Des sérums quand même c'est quand même assez génial, parce que mine de rien, en fait, on soigne donc des gens qui ont des problèmes mentaux. C'est ça, en fait, en vrai, quand tu les regardes, parce que c'est comme ça qu'ils sont traités dans les films originaux, tu vois. Et c'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui ont des soucis, en fait, de santé mentale, quoi. Et tu te dis, bah c'est bien, en fait, donc vous avez un sérum, ça marche, bah faites ça sur tous les gens. Alors, j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est très bizarre quand même comme truc, quoi. En gros, c'est un espèce de truc où on t'explique pas comment ils le font. C'est juste que comme c'est des scientifiques, c'est bon. Et du coup, t'as 1 heure de film, enfin 1 heure. On va dire, t'as 25 minutes de film où en fait ils sont dans un laboratoire en train d'essayer de... Voilà. Et tout le film, en fait, narrativement, t'as la première partie avant que les autres Spider-Man arrivent, où en fait, il est avec les méchants et il essaye de les soigner, il y arrive pas. Il arrive avec Dr. Octopus, tu vois. Les méchants se rebellent contre lui, Tante May meurt, les autres Spider-Man arrivent, les autres Spider-Man, en fait, lui l'aident aussi, en fait, voilà, donc à faire des trucs scientifiques, tu vois, et d'un seul coup, donc, t'as quand même 50 minutes de film sur ça, sur des personnages en train d'essayer de faire fonctionner les trucs, quoi. Et on en arrive, donc, une fois que c'est fait, à la scène d'action finale, qui se passe sur la, sur la tour, sur la Statue de la Liberté, pardon, tu vois, avec une idée sympa, qui est, moi je trouve pas exploité, mais où il y a le bouclier de Captain America, en fait, qui sert qui a été collé sur la Statue de la Liberté, puisque Captain America, après Avengers Endgame, a été en gros tu vois, canonifié, je sais pas, enfin comment dire, tu vois, mais en tout cas il a disparu et c'est bon, il a fait son œuvre, il a sauvé le monde, etc., et c'est son fameux bouclier qui a aidé aussi, quoi. Et en gros, ce bouclier va servir à un moment donné en termes, tu vois, d'action dans la scène. En fait, il va chuter, ils vont se battre dessus. Enfin voilà, il y a tout un truc autour de ça, quoi. C'est une idée sympa qui est malheureusement, moi, je trouve pas très bien exploitée.
Il y a aussi un truc en fait dark qui est plutôt, mais c'est attendu, mais pour le coup il l'aurait pas fait, ça aurait été vraiment une occasion manquée. C'est que on sait qu'Andrew Garfield, même si la scène elle est horrible hein, dans Amazing Spider-Man 2, en fait il n'arrive pas à sauver Gwen Stacy, qui est un grand truc du Spider-Man, du Spider-Man dans les années 60-70 en fait, la mort de Gwen Stacy quoi, qui est un truc déchirant hein, pour les fans de Spider-Man et tout. Là, c'est traité n'importe comment dans le Amazing Spider-Man 2, mais comme il y a Zendaya qui apparaît, en fait, le personnage de MJ, qui n'est pas vraiment MJ Mary Jane, mais Michelle Jones, hein, dans le MCU, en fait, elle a la même scène, elle tombe dans le vide, Tom Holland n'arrive pas à la sauver, mais en fait, Andrew Garfield arrive et il la sauve lui-même, et du coup... Il a sa revanche par rapport à son univers d'origine. Voilà, et là, d'un seul coup, tout le monde se met à applaudir, tu vois, c'est formidable, incroyable, etc. etc. Et c'est, oui, enfin, c'était attendu, mais disons qu'ils l'ont fait, quoi, tu vois. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est 2 secondes, hein, Clémence. C'est vraiment 2 secondes dans le film, hein, tu vois, sur un film de 2h30, je le rappelle quand même, tu vois. Et donc, et en plus, encore une fois, je veux dire, je vais pas applaudir à demain parce qu'en fait, les mecs, ils ont pensé au truc auquel moi j'avais pensé, en voyant la bande-annonce, tu vois. Donc voilà. Et l'autre point, en fait, qui est très problématique pour moi dans cette scène finale, c'est que du coup, tu te retrouves avec 3 Spider-Man qui sont certes identifiables, en fait, quand ils ont pas leur masque, mais quand ils mettent leur masque, d'un seul coup, dans les scènes d'action, tu comprends plus rien. Mais vraiment. Moi, je savais plus, à part ce moment spécifique et un autre moment avec Tobey Maguire et le Sandman, tu ne comprends rien à l'action. Mais vraiment, tu sais pas quel Spider-Man est en train de se battre contre quelle créature, etc. Enfin, contre le lézard ou contre le bouffon vert, tu vois. Et du coup, tu te retrouves en fait avec tout un truc comme ça, ultra confus. Et la lisibilité, empathie. C'est marrant quand t'en parles, moi j'ai en tête ce mème des 3 Spider-Man qui se pointent du doigt l'un l'autre en disant mais t'es qui toi ? C'est ça, ouais, qui vient d'ailleurs comment dire, bah, ça vient de dessins animés des années 60, mais qui a été utilisé dans le l'easter egg de Spider-Man to the Spider-Verse en fait. Mais en gros, il y a ce truc où tu comprends rien à ce qui se passe, donc la scène est extrêmement pauvre en termes d'action, en termes d'enjeu aussi. Il y a que l'idée en fait de est-ce que pas Tobey Maguire, est-ce que Tom Holland en fait va céder à la pulsion de vengeance, tu vois, et évidemment. Tu vois, il ne le fait pas, tu vois, puisque c'est Spider-Man, tu vois. Est-ce qu'il a écouté Tatamé ? Exactement, et surtout les 2 autres Spider-Man, quoi. Il y a un moment donné, j'ai eu très très peur. Alors, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, en fait, j'ai cette problématique et je vais essayer de... Parce que je vois qu'Alain, il est en train de nous faire des signes de... Ouais, les gars, il faut boucler, ça suffit, les conneries, tu vois. Mais j'essaye Pas du tout, je joue à Candy Crush. Bravo. J'essaye quand même d'en donner comment dire, aux nos auditeurs pour leur argent, quoi, de leur expliquer pourquoi, même si je suis tout seul, tu vois, avoir vu le film, pourquoi c'est un problème. Le truc, c'est qu'ils ont failli tuer Tobey Maguire. Il y a un moment donné où tu te poses la question, est-ce que Tobey Maguire va mourir ? Alors, il ne meurt pas, tu vois, parce que, à mon avis, s'ils veulent, toute la logique, c'est qu'ils peuvent le faire le Spider-Man 4 de Sam Raimi, s'ils veulent. Tu vois, qu'ils avaient annulé à l'époque pour faire le Mark Webb. Et c'est toute la problématique, en fait, générale. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec un espèce d'univers où ils verront, en fait. C'est-à-dire qu'une fois d'autant que maintenant, une nouvelle trilogie de Spider-Man a été annoncée. Avec Tom Holland. Avec Tom Holland, pour l'instant. Et Sam Raimi est de retour, puisque c'est lui qui va réaliser... Doctor Strange c'est lui qui les réalise puisque c'est le prochain Marvel normalement, voilà, si je dis pas de Marvel bêtises, qui sort le 4 mai, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà, alors le truc c'est que pour boucler très vite sur Spider-Man No Way Home, pour moi c'est pas un film, c'est un tract, tu vois, fait en fait suite à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs c'est vraiment très intéressant de le voir avec la moyenne d'âge en fait des gens concernés, c'est-à-dire le premier public, parce qu'ils applaudissent à tout rompre sur les trucs et tu te dis, on posait cette question quand on avait fait Venom 2, est-ce que ça vous intéresse vraiment, en fait, tu vois, ces trucs-là ? Et effectivement, ce public-là est à fond la caisse, c'est-à-dire émotionnellement parlant, le personnage de Andrew Garfield, il a beau ne rien faire avant d'arriver, il l'applaudit à tout rompre. Moi, je veux bien, en fait, que les gens s'expriment au cinéma, j'ai pas de problème avec ça, tu vois, mais à un moment donné, quand il se passe vraiment quelque chose, là, il se passe rien. En fait, t'as juste la confirmation de ce que tu savais. Tu vois, oui, mais ils sont contents de le voir. Oui, mais ça, je trouve ça quand même très étonnant parce que du coup, en fait, à part ce moment-là, par le moment de l'arrivée de Tobey Maguire, à part l'arrivée du bouffon vert, mais tous ces trucs que tu sais déjà, on va dire, tu vois, parce que c'est un secret de polichinelle, hein, le fait qu'ils étaient. Moi, je pense que le grand secret, c'est ce qu'ils n'arrêtaient pas dans le film, ça aurait été rigolo, tu vois. Si j'avais ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield, je me serais dit putain, les gens, ils seraient vraiment sortis. Je pense qu'ils auraient brûlé les cinémas, quoi. mais là, voilà. Moi, c'est là où je dis c'est pas un film en fait, dans le sens où c'est même plus un film en fait, c'est vraiment un truc c'est du fan service.
Oui, alors... Et les fans ont été servis, manifestement, ils ont... Bah ouais, mais alors, vraiment, en fait... Enfin, je sais pas, tu vois, le film, il est là, hein, c'est-à-dire qu'il déroule son narratif, mais le problème, c'est que tu te retrouves en fait juste entre séquences où ils sont en train de se parler entre eux, mais toi, t'es cool, mais non, toi, t'es cool aussi, mais toi, t'es super sympa, mais toi aussi, t'es sympa. Toi, tu es amazing. Ouais, ils s'envoient c'est ça, ils s'envoient de la pommade, tu vois, pendant 1 heure, quoi, tu vois, et tu te dis, bon, ben, en fait, ça n'a pas grand intérêt, quoi. T'as au final le vrai héros du film, ça reste quand même Tom Holland, hein, voilà, mais ça c'était attendu, c'est pas, et puis c'est sa trilogie à lui, hein, donc on va pas, les autres ils existent, ils ont fait leur film, tu vois, mais c'est surtout que ce film à la fin, et on en revient même dans c'est aussi problématique dans comment dire les easter eggs de générique de fin, c'est que ce film n'invente rien, c'est-à-dire que vraiment en fait au-delà de ce que tu attends de ce film-là, au-delà de ce que les gens voulaient voir, ce film n'invente rien. Est-ce qu'on aurait pu profiter du multiverse pour introduire leur version de Miles Morales, par exemple ? Non, ils ne le font pas. Tu vois ? Alors que pourtant, Kevin Feige, donc le patron des studios Marvel, disait en 2019... on va vous présenter une histoire de Spider-Man qui n'a jamais été racontée jusqu'à maintenant. Alors, jamais été racontée à part dans Spider-Man Into the Spider-Verse, donc tu vois, mais bon, apparemment ça n'existe pas puisque c'est pas dans le MCU. Mais donc, pour boucler, peut-être qu'on peut dire quand même quelques mots très rapidement sur justement les 2 scènes post-génériques. Alors, il y en a, alors il y en a une, c'est une bande-annonce en fait. Voilà, c'est la bande-annonce de Doctor Strange. Doctor Strange, et je vais Très y revenir. Et celle de comment dire et l'autre scène post-générique, c'est encore Venom qui essaye de comprendre comment fonctionne le MCU, puisque officiellement, donc comme le personnage de Daredevil, il intègre le MCU et il va servir, ça va être le Venom officiel, quoi. Alors j'ai beaucoup lu sur cette scène, pour le coup je l'ai pas vue, mais j'ai beaucoup lu et vu des critiques qui en parlaient. C'est une scène en fait qui vient en réponse à la scène post-générique de Venom 2, Let There Be Carnage, où on voyait Tom Hardy qui était dans un hôtel en vacances, enfin un endroit... genre à Hawaï ou un truc comme ça, ouais. Et qui voyait à la télé... le Tom Holland Spider-Man, et là on voyait qu'il y avait un lien avec les 2 univers. Voilà. Et là en fait dans cette scène en fait t'as un mec qui est un barman, tu vois, qui lui explique en gros qui est Tony Stark, qui est... Donc on se retrouve au même endroit, voilà, et l'autre, et en fait t'as Tom Hardy qui essaye de comprendre en gros comment fonctionne le MCU, quoi. En fait en gros c'est juste ça, il essaye de comprendre qui sont les personnages majeurs du MCU, et il dit juste je vais aller décalquer comment dire, et je crois que si je dis pas de bêtises, il se fait déblayer par justement un des trucs de, comment t'appelles ça, de Doctor Strange, une des sphères là, tu vois. Alors finalement il retourne là où il était, parce que le sort de Doctor Strange est rétabli, j'imagine, mais en tout cas la chose importante à retenir, c'est que dans cet univers-ci, dans lequel est aussi présent Peter Parker, il laisse derrière lui un bout de symbiote. Exactement, c'est vrai, ouais, il y a ça, mais bon... moi, à partir du moment, le truc en fait, si tu veux, c'est que à partir du moment où il est dans cet univers, de toute façon, le symbiote est là. Je vois même pas ce qui est, comment dire. S'il a été renvoyé dans son univers d'origine, il pourrait ne jamais se croiser. Mais si le bout de symbiote est resté, ça veut dire que nécessairement, il devrait y avoir des prochains Spider-Man avec Venom dedans, mais sans Tom Hardy. Ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle. Peut-être, mais en tout cas, le truc, c'est que ce qui est assez d'ailleurs marrant, c'est que, parce que ça aussi, c'est un truc de ce Spider-Man du MCU, c'est que très rapidement, à un moment donné, il y a une scène où il va justement chercher Electro et Sandman, je crois. Parce qu'il cherche en fait tous les méchants qui viennent des autres univers pour les ramener. Ça, c'est aussi un des trucs qui fait un petit détour narratif, tu vois. Et en gros, t'as Spider-Man qui a un costume noir. Et là, je me suis dit, mais attends, mais ça a une sens, en fait, dans Spider-Man, ce costume noir, tu vois. Et là, non. En fait, apparemment, il était juste sale. Et donc, en fait, c'est juste pour te dire, on va faire Spider-Man noir, là, à ce moment-là. Et en fait, plus tard, après, il dit à comment dire, à Tante May, il lui dit merci d'avoir lavé mon costume. Donc, tu sais pas comment il a été sali. Tu sais pas si c'est vraiment à ça qu'ils font référence, puisqu'il est noir, le costume. Tu sais pas si c'est juste, en fait, c'est taper un trip et je vais le faire en noir de nuit, tu vois. Tu sais pas. Sauf que tu te dis, mais... Voilà, c'est là réside pour moi le problème de ce truc. Et le problème aussi de l'univers, parce que je voudrais terminer quand même sur un truc sur le multivers, c'est que tu vois, tu poses ce questionnement sur le symbiote. Est-ce que tu vois, il va être dans un des univers et puis dans l'autre univers, est-ce que le symbiote va prendre quelqu'un d'autre, etc., etc. Très bien. Mais moi, en fait, j'aimerais bien savoir quelles sont les règles du multivers, parce qu'en fait, le problème, c'est que donc la seule règle qui est établie, c'est le fait de faire venir les méchants dans le, comment dire, qui savent qu'il avait la véritable identité de Spider-Man dans leur univers à eux. Sauf que
T'as une Betty Brandt, par exemple, qui est une Betty Brandt en fait du MCU, qui est comment dire, qui est jouée par Angourie Rice, tu vois, qui réapparaît là en fait en l'occurrence et qui joue une journaliste, hein, c'est Betty Brandt, tu vois. Donc ça marche que pour les méchants, c'est une règle un peu bizarre. Voilà, et en fait, non, et par contre, t'as le J.J. Jameson, qui est le même comédien, qui est interprété par J.K. Simmons, tu vois. Et pourquoi ? Tu vois, puisque en fait, si tu veux, il y a 3 Spider-Man différents, qui sont interprétés par 3 comédiens différents. Et tout ça, en fait, c'est des règles. En fait, c'est pas des règles. On s'en bat les couilles. Tu vois, c'est vraiment, il y a ce système. Et c'est ça qui est très énervant. C'est-à-dire qu'en gros, la citation de Kevin Feige, tu vois, je veux dire, eux, ils vont voir ce qui se passe. Pourquoi je te dis qu'ils peuvent éventuellement remettre un Spider-Man 4 potentiel, en fait, avec Tobey Maguire? C'est parce qu'en fait, ils l'ont réintégré là. Et si les gens kiffent, et si les gens disent, mais on veut ça, et s'il y a quelqu'un qui fait un mème, en fait, avec ça, et que ça fait un buzz pas possible, ils diront, bon, bah, on va le faire, si c'est ce que vous voulez. Or, le problème, si tu veux, c'est que moi, je sais que j'ai vu le film, donc, et j'ai un peu regardé le public. Et après, il y avait un gars qui avait une 40aine d'années, comme moi, apparemment, qui devait donc être fan des Spider-Man de Sam Raimi, qui s'est énervé, en fait, qui a dit, mais c'est de la merde, je l'entendais parler tout seul, hein, dans son coin. J'ai un blog, je vais défoncer le film, etc. Faudrait que je regarde qui c'est. Et le truc. Tu nous écoutes, manifeste-toi. Voilà. Mais c'était rigolo parce que le type, en fait, s'est énervé sur la bande-annonce de Doctor Strange, parce qu'en fait, du coup, la bande-annonce, moi j'ai pas mal, moi franchement quand je vois le Tobey Maguire, j'ai pas mal à mon Sam Raimi, je m'en fous. C'est-à-dire que pour moi c'est pas ça doit être Tobey Maguire, c'est pas ce Spider-Man que j'ai aimé il y a 20 ans. Tu vois, donc ils en font n'importe quoi, on s'en fout. Par contre, j'ai mal à mon Sam Raimi quand je vois la bande-annonce de Doctor Strange parce que la lumière est peut-être un peu plus jolie que celle de comment dire de Spider-Man No Way Home, mais alors moi je cherche vraiment Sam Raimi dans ce que j'ai vu. C'est-à-dire, alors c'est qu'une bande-annonce, hein. C'est que, tu vois, et puis c'est 4 mois ou 5 mois avant la sortie, tu vois. Mais moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et ça me fait très très peur parce qu'en fait, je me dis, putain, mais on prend quelqu'un qui a quand même un style très spécifique, qui a aidé à créer le langage du comic book movie au cinéma, vraiment, tu vois. Et il fait partie des 2 pionniers pour moi, hein, qui sont, comment dire, lui et Guillermo del Toro, sur Blade 2. Qui ont créé vraiment la logique d'adaptation, c'est-à-dire prendre des planches et les adapter en fait en film, quoi, en cinéma. Et là, tu vois le truc et ça ressemble à un film du MCU, mais alors totalement. Et en fait, avec le truc de vente qui est, on va chercher Wanda pour qu'elle les aide à rétablir le multiverse, parce qu'en fait, apparemment, c'est la suite directe, hein, de Spider-Man No Way Home. C'est que en fait, en gros. Doctor Strange, il va devoir répondre à toutes ces ouvertures multiverses qu'il a merdé, quoi, en fait, en gros. Donc, bref. Et manifestement, il y a une version dark, une version méchante de Doctor Strange. Oui, alors qui apparaît 10 secondes dans la bande-annonce, quoi, mais bon, je t'avoue que moi, tu sais, je regarde. Il est apparu aussi dans la série What If. D'accord, mais que je n'ai pas vu. Mais en gros, si tu veux, voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que là, moi, j'ai mal. Tu vois, là, je me dis, putain, parce que les films de Sam Raimi, ils existent. Là, j'ai pas l'impression de voir une continuité de ça, en fait, quand je vois Spider-Man No Way Home. Par contre, en fait, ce que j'attends, c'est Sam Raimi, moi, au tournant, tu vois. Et là, le problème, c'est quand je vois ça me fait très très mal. Et le gars, ce qui était assez marrant, c'est pour ça que je me suis fait la réflexion, en fait, parce que je lui ai pas parlé, hein, mais je l'ai écouté, et je me suis fait la réflexion. Il a dit, il s'est énervé contre les gens dans la salle, il disait, eh, là, bande de bœufs, vous applaudissez pas quand c'est Sam Raimi, tu vois. Et là, tu sais, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, putain, le mec, c'est vraiment un choc de génération, en fait. C'est ça que je me suis dit en sortant du truc. Alors, peut-être que je m'avance un peu, tu vois, mais t'as d'un côté, en fait, effectivement, le Spider-Man de la génération actuelle, de 20 ans, tu vois, etc., qui sont en train de surkiffer, éventuellement Andrew Garfield, tu vois, Tobey Maguire, parce qu'ils ont grandi avec aussi, tu vois. Et nous, les vieux, bon, moi, je me considère pas comme un vieux, hein, mais bon, nous, les vieux, donc, en comparaison, tu vois, qui sont là en train de dire, mais c'était mieux avant, sans forcément, encore une fois, tu vois... Enfin, je veux dire, moi, je sais pas, j'ai passé, je sais pas, ça doit faire 45 minutes que je parle, là, tu vois, mais j'ai passé 45 minutes à expliquer, en gros, si tu veux, quels sont pour moi les vrais problèmes de ce Spider-Man-là. Et j'ai suffisamment écrit sur les Sam Raimi et tout ça, etc., pour ceux qui veulent vérifier ce que j'en pense, en fait, et surtout, enfin, je pense que j'argumente, tu vois. Et là, mon problème, il est là. Mon problème, c'est qu'en fait, c'est la négation de la narration, la négation, en fait, de comment dire, des règles simples, en fait, si tu veux, d'un univers, de comment ça fonctionne. Au profit tout simplement du buzz, tu vois, du buzz en fait que ça a marché, et c'est pour moi vraiment extraordinairement représentatif de ce qu'est le MCU, même si encore une fois c'est en monde conjoint avec Sony, quoi, tu vois. Bon, bien sûr, c'est sur cette synthèse, ouais. C'est sur cette synthèse qu'on va s'arrêter. Je vais drop le mic parce que là. Voilà, tu vas drop le mic. L'hypothèse du choc des générations, bah, on verra dans le prochain, dans le Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sort le 4 mai.
On aura la réponse à ce moment-là. Et puis en attendant, si vous voulez vous faire votre propre avis sur Spider-Man No Way Home, il est en salle depuis ce 15 décembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de West Side Story, la nouvelle version signée Steven Spielberg. Ici, l'équipe n'a pas caché son enthousiasme, mais en salle, pour l'instant, c'est pas la joie. C'est même un des plus faibles démarrages de la carrière de Spielberg. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite. Salut à vous, l'équipe de Capture Mag. Eh bien, cette semaine, on a enfin un petit peu de cinéma, avec le West Side Story de Spielberg. Moi, je trouve que c'est un gigantesque film. J'ai un petit bémol quand même, et je vous ai pas entendu en parler, c'est-à-dire que l'acteur principal, c'est le seul défaut du film. J'ai pas accroché à ce niveau-là, et c'est bien dommage parce que l'actrice en revanche est phénoménale. Elle bouffe l'écran comme jamais, et je trouve qu'il se fait vraiment dévorer par rapport aux autres acteurs. C'est un peu dommage, mais sinon c'est un vrai film de cinéma, comme on en fait très peu en ce moment. Donc allez-y, courez, Bonjour Capture Mag, merci pour tout ce que vous faites déjà. Alors voilà, par rapport au West Side de Spielberg sur lequel vous avez été complètement unanime, là pour le coup j'ai beaucoup plus de mal à vous suivre. Ça fait vraiment 2 films que je l'ai perdu. En tout cas, Ready Player One est celui-là où voilà, je trouve qu'il est incapable, on va dire, d'articuler sa mise en scène autour d'une histoire d'amour. Voilà, ça fait 2 fois de suite que ça marche pas, malgré la virtuosité absolument incroyable des numéros. Et c'est les 2 premières fois, en tout cas, avec Ready Player One, où je trouve que Spielberg ne fait plus entièrement confiance en l'intelligence émotionnelle de son spectateur, ou alors pas tout le temps, à des moments extrêmement furtifs. Alors là, lors des scènes de numéros musicaux avec Rita Moreno qui chante Somewhere, ça c'est beau à tomber par terre. Voilà, Feel Pretty, c'est magnifique aussi. Voilà, il y a un nombre de trucs. Voilà, c'est une vraie comédie musicale, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression d'avoir affaire à un film complètement boursouflé, voilà, dans ses problèmes d'écriture, dans son interprétation, de temps à autre. Alors pas tout le temps, c'est surtout le casting masculin qui marche pas. Décor, costumes, photos, mise en scène, tout est grandiose. On sort de la salle les yeux rougis d'émotion. Merci Monsieur Spielberg. Salut Capture Mag, c'est Ned. Alors merci beaucoup pour votre épisode très touffu sur West Side Story. Vous êtes quand même les seuls à parler de cinéma avec finesse et à prendre le temps de développer votre pensée. Moi j'ai passé la séance avec littéralement des spasmes de plaisir devant l'énergie cinégénique de la caméra, l'éloquence de la DA qui enrichit beaucoup les thématiques, la modernité de l'adaptation. Petit bémol tout de même du côté de l'histoire d'amour. Moi je me demande si Spielberg il était pas un peu coincé par des paroles de chansons que j'ai trouvé archaïque, alors que le reste est puissant de modernité. Donc voilà, pour moi c'était quand même la chantilly de trop sur un plat 3 étoiles. Chez Spielberg, en fait, je pense qu'il est question, en fait, de questionner le cinéma américain en lui-même. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ce qu'il en fait, c'est une célébration de ce qu'est devenu le cinéma en 60 ans d'évolution. Ça donne un film très organique, en fait, qui te prend par les tripes dès le plan d'ouverture, enfin le travelling d'ouverture qui déjà pose le niveau du mec. Ça donne quelque chose de très organique qui pour moi est son meilleur film depuis très très longtemps. Donc voilà, je conseille et le reconseille, je n'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Continuer comme ça et puis peut-être à la semaine prochaine. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Stéphane, merci. Merci Clémence. Tu as assuré tout seul. Franchement, tu vois, je pensais que... Tu m'as dit avant qu'on commence, peut-être que ça va durer qu'un quart d'heure. Il y avait quand même des choses à dire. Ouais, j'espère surtout que les gens sont pas saoulés d'avoir juste un seul avis, quoi. C'est ça moi, c'est surtout ça mon problème, quoi. Mais bon, pour une fois. On a fait du mieux qu'on a pu. Voilà. Merci Alain à la technique. Merci à vous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si ça vous a plu et que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous.
Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour 2 nouvelles émissions. Salut.